Et si le véritable danger n'était pas la baisse des marchés, mais la vitesse à laquelle elle peut arriver? Ces dernières semaines, on a assisté à des mouvements complètement fous. Un jour, l'intelligence artificielle semble invincible et le lendemain, les valeurs technologiques décrochent brutalement et entraînent avec elles les grands indices mondiaux. En Corée du Sud, le Kospi est même devenu un véritable casino. Des milliards ont été placés avec du levier car tout le monde voulait profiter de la folie de l'IA. Mais lorsque le marché s'est retourné, les positions ont été liquidées et la baisse a alimenté la baisse. Bref, nous ne sommes pas au début d'un crash, mais nous sommes clairement entrés dans une période beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus nerveuse et surtout beaucoup moins prévisible. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est le scénario le plus probable qui nous attend pour ces prochaines semaines. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine mes prédictions pour le deuxième semestre 2026. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Il y a tout qui s'affiche ici sur cet écran. N'oubliez pas bien sûr d'activer la clochette pour recevoir aussi une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour rappel, vous avez à votre disposition une newsletter qui est gratuite où je publie 2 à 3 fois par semaine, newsletter qui compte désormais plus de 9000 abonnés. Vous avez bien sûr les liens notamment en description de cette vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez sur le site le podcast de la bourse.fr, formation gratuite, programme et coaching avec notamment une formation où il y a plus de 1700 formés où vous pouvez tout simplement retrouver un certain nombre de modules sur tous les sujets liés à l'investissement, que ce soit la bourse, la gestion privée, l'immobilier, la banque, les crypto-monnaies, les matières premières, mais vous avez également des screeners à votre disposition qui vous permettent de filtrer, de trier les valeurs et notamment les tendances haussières. Tout est sur le site. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, nous avons nos programmes d'accompagnement, MT Trading pour apprendre à investir avec méthode et vous pouvez bien sûr retrouver le programme historique avec l'ensemble des experts, MTT Premium, mais également MTT Découverte pour ceux qui veulent tout simplement démarrer tranquillement. Je vous remercie bien nos partenaires qui m'accompagnent pour la création de tous ces contenus gratuits, Trade Republic, Bitvavo, Urutia, ProRealTime, qui est le logiciel que vous voyez d'ailleurs au travers de toutes mes vidéos, aucoffre.com pour acheter des pièces d'or et d'argent en toute sécurité et bien sûr Investing, qui est la référence mondiale de l'actualité financière. Au niveau de l'actualité, vous avez pu voir il y a quelques semaines un produit de gestion privée qui a été réalisé sur Total Energy. Je vous invite à aller voir ou revoir cette vidéo, éligible bien sûr à l'assurance vie, donc avec un rendement de 9% par an. Deuxième actualité, c'est pour déjà la semaine prochaine, puisque vous aurez le grand retour de votre live, je crois, préféré, vos actions, nos analyses. Nous analyserons donc en live avec mon ami Michael Landreau, jeudi 13 août à 20h, vos actions en direct. Je vous le rappellerai bien sûr toute la semaine. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter sur votre agenda, jeudi 13 août à 20h, pour nous interroger sur toutes les actions que vous souhaitez dans votre portefeuille ou éventuellement celles qui vous intéressent. On passe à l'actualité et donc à cette vidéo avec une vidéo un petit peu nouvelle puisque j'ai décidé cet été de remasteriser. Vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés avec une vidéo qui va se scinder en 2 parties désormais. Donc, toutes les vidéos hebdo seront d'un côté d'abord ce que j'appelais des rubriques. D'ailleurs, merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rubriques qui sont des rubriques, alors soit carrément que vous m'avez proposé, soit une inspiration de ce que vous m'avez proposé. Donc, il y aura à chaque fois ces fameuses rubriques qui vont tourner. Ce sera jamais les mêmes rubriques, grosso modo une quinzaine de rubriques différentes, et j'en prendrai 5 ou 6 chaque semaine. Et on tournera, vous verrez. Là, je vais vous en présenter 6 aujourd'hui. Mais l'objectif de ces rubriques, c'est de travailler autour de l'actualité, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, de mettre en avant des fois des créateurs de contenu, parce que c'est souvent aussi des questions que vous me posez. Voilà, quel créateur de contenu suivre ?
Voilà, je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Je pense que c'est des petites rubriques qui vont vous plaire. L'objectif, c'est d'aller vite, hein, bien sûr. Je ne suis pas sûr que les vidéos hebdo vont être plus courtes du coup, mais là aussi peut-être qu'il y aura une interrogation à un moment donné de faire 2 vidéos différentes. Je ne sais pas, pour le moment on reste tel quel, mais vous allez voir, voilà, il y a passé l'été à essayer de creuser un petit peu de nouvelles idées, de prendre aussi les idées que vous m'avez proposées, de remasteriser aussi esthétiquement la vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, évidemment, en commentaire, à me mettre un petit peu votre avis. Et s'il y a d'autres idées de rubriques, évidemment, je suis preneur et évidemment, je serai à l'écoute. Voilà un petit peu, donc les rubriques récapitulatives économiques, les 5 plus fortes hausses et baisses, le graphique de la semaine, le créateur de contenu à suivre, le je me suis planté, le baromètre du risque, là vous allez voir ça va vous intéresser aussi, quelque chose que j'ai personnalisé, et puis bien sûr les analyses techniques avec les actions européennes, françaises bien sûr, allemandes aussi, il y a même une belge, et puis bien entendu les actions américaines, et enfin on terminera avec les 4 titres à suivre. Si on a le temps, on fera également le screener Trend Following, mais vous l'avez de toute façon dans l'espace formation. Voilà. Donc tout simplement, on va attaquer, hein, on va démarrer. Avant de démarrer, ce que je voulais, hop, j'active ma caméra, me voici, me voilà, voilà. Ce que je voulais vous dire avant de démarrer, c'était que, évidemment, j'étais ravi, bien sûr, de vous retrouver après quelques semaines de pause qui n'ont pas vraiment été des pauses, parce que quand vous allez voir l'actualité qui arrive pour la fin de l'année, le début de l'année prochaine, vous allez comprendre pourquoi c'était difficile pour moi de prendre beaucoup de repos. Il y a un livre, évidemment, qui va sortir, vous le savez, qui est attendu. Je vous le présenterai en amont. On est à peu près, je pense, à un gros mois de la sortie du livre. Je pense qu'il va sortir à peu près mi-septembre, début septembre. C'est un livre qui va s'intituler Sans astuces pour réussir à investir, dans lequel je vais parler de tous les sujets liés à l'investissement. Le livre va être absolument énorme, puisque c'est un livre, accrochez-vous bien, qui va faire 504 pages. J'ai mis près de 11 mois à l'écrire. Je suis encore aujourd'hui et ces dernières semaines en train de réaliser donc des vidéos, puisque le livre va être à la fois un livre bien sûr écrit avec 504 pages, mais aussi un livre, je dirais, avec des contenus multimédia. Il y aura des vidéos, il y aura des outils, il y aura des screeners, il y aura des indicateurs, il y aura des listes, il y aura, enfin voilà, ça va être, je pense, quelque chose qui s'est jamais fait dans ce milieu-là, dans le milieu des marchés financiers. Voilà, les retours des premiers lecteurs que j'ai eu pour test ont été vraiment excellents. Donc voilà, j'espère que ce livre vous plaira et je vous tiendrai informé de toute façon de la sortie officielle, et je ferai évidemment une présentation également de la couverture peut-être en amont de tout ça. Voilà. Ce que je souhaiterais beaucoup, mais évidemment vous n'avez pas forcément tous de l'influence, quoique je pense que communément et tous ensemble nous avons de l'influence. Ce que je souhaiterais, c'est vrai que vous l'avez vu ces dernières semaines, ces derniers mois, sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, il y a énormément de nervosité, les marchés aussi sont nerveux, la politique, la géopolitique, fait que on va rentrer petit à petit dans les 12 derniers mois, on y est déjà d'ailleurs, qui vont anticiper les élections présidentielles en France. On sait que la politique, évidemment, est un sujet important. Important parce que lié aussi au marché financier. Je veux dire, les politiques ont des pouvoirs énormes sur les mouvements des marchés financiers. On l'a vu avec Trump, évidemment, aux États-Unis, mais on le voit aussi avec nos politiques à nous. Ce qu'il faut toujours retenir quand on parle de politique, et je distingue bien parler de politique et faire de la politique. Moi, en l'occurrence, je parle de politique, je fais pas de politique. Croyez-moi bien que j'ai peu d'enthousiasme lorsque je regarde un petit peu les différents programmes politiques et personnalités politiques qui nous sont proposés. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, il faut toujours quand même avoir conscience qu'on ne peut pas se jeter comme du poisson pourri les uns vers les autres, et il faut toujours essayer d'avoir des débats respectueux et des débats, voilà, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets, mais la limite c'est toujours le manque de respect, c'est toujours la malveillance, c'est toujours les insultes, etc. La problématique, c'est qu'on le voit sur les réseaux sociaux, vous le voyez vous-même, de toute façon il y a de moins en moins de créateurs de contenu.
du moins entre guillemets de qualité. Qualité, voilà, le mot est un peu galvaudé, mais ce que je veux dire par là, c'est des créateurs de contenu qui essayent de faire des choses, qui travaillent vraiment en profondeur, qui ne font pas 100% de leur posts sur des IA, qui font des vidéos. Bon, voilà, moi, je fais partie que d'un ensemble, mais il y a plein de créateurs encore d'anciens qui font des vidéos YouTube, etc. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, et donc il faut préserver ça, parce que sinon malheureusement on va se retrouver sur les réseaux sociaux uniquement avec des posts tout faits sur voilà, des ETF qu'on connaît tous depuis des années, avec des posts qui sont réalisés uniquement par ChatGPT et automatisés par ChatGPT, et même les réponses maintenant sont faites par ChatGPT. Moi, il n'y a pas une seule réponse qui est faite par l'intelligence artificielle. Chaque fois que vous voyez une réponse de ma part sur les réseaux, c'est moi qui écris, personnellement. Mais je sais que ça s'automatise. Bon, voilà, moi je refuse de faire ça. Je préfère ne pas répondre plutôt que de passer via un ordinateur, parce que je trouve que ça déshumanise totalement. Et on voit pas l'intérêt, si vous voulez, d'être sur les réseaux sociaux si c'est pas pour échanger. Bref, donc faisons attention communément à ça, essayons de protéger ça, parce que je pense que c'est une véritable richesse, et je pense que si on fait pas gaffe, on va se retrouver avec une qualité qui va baisser, ça va s'accélérer. On attaque avec première partie, d'abord la saisonnalité, hein, donc bien sûr on garde quand même un certain nombre de choses que vous aimez bien et qui fonctionnent bien, la saisonnalité des marchés. D'abord, petit point de comparaison, on va rester sur la France, et on va comparer ici, donc en haut, le tableau du haut, la performance du CAC 40 sur les 10 dernières années, et en bas, la performance du CAC Small, les petites capitalisations françaises sur les 10 dernières années. Ce qu'on voit dans ce graphique, c'est qu'évidemment, bon, les performances, des fois, elles sont positives, des fois, elles sont négatives. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en moyenne, le CAC 40, sur les 10 dernières années, sur le mois de juillet, donc le mois précédent, bien sûr, avait réalisé une performance de 1,8. On est dans les clous cette année, puisque le CAC 40, globalement, a fait la performance moyenne de ce qui était fait au mois de juillet. C'est la même chose pour le CAC Small, qui a une performance moyenne au mois de juillet de 3,8. On est à 3,7, donc on est parfaitement aligné avec la saisonnalité. Ce qui est intéressant ensuite de regarder, c'est l'écart de performance entre les deux indices, le ratio quelque part. Le CAC 40, depuis janvier, eh bien, cumule une performance de 4,4%. Le CAC Small cumule une performance de 3,9%. Donc, ce qui est très intéressant de regarder, c'est que avant le mois de juillet, il y avait un écart qui était colossal en faveur donc du CAC 40. Hein, puisque on a vu, souvenez-vous, un mois de juin qui avait été catastrophique sur les small caps et qui avait donné donc de l'avance tout simplement comment dirais-je, au CAC 40. Et puis cet écart s'est un tout petit peu réduit. Hein, puisqu'on voit que les small caps ont repris 2,4 points. Donc l'écart, hein, bien sûr, entre les deux performances. Et donc désormais, on est quasiment à la même performance entre le CAC Small et le CAC 40. On a quand même un petit écart en défaveur des small caps de 1,5 points, mais bon, voilà, c'est relativement peu. Donc on a quand même une performance relativement linéaire. Malgré tout, on a, vous voyez, beaucoup de volatilité de mois en mois. On avait un mois de mai excellent pour les small caps, un mois de juin catastrophique. Donc il y a quand même des écarts qui sont assez importants. Le mois de juillet a été assez équilibré. On verra, bien entendu, au mois d'août. Et donc en parlant du mois d'août, effectivement, qu'est-ce qui se passe habituellement sur le mois d'août sur le CAC 40 et sur le CAC Small? Ben, sur le CAC 40, c'est moyen, puisqu'on a une performance de moins 0,5%. En général sur le mois d'août, ce qui est loin d'être catastrophique, mais qui n'est pas terrible. Et sur le CAC Small, nous avons en moyenne une performance de moins 0,1%, autrement dit, une performance relativement flat. Donc le mois d'août est un mois moins bon, généralement, sur les dernières années que le mois de juillet, mais loin d'être évidemment un mois catastrophique non plus. Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays du monde, vous avez ici la saisonnalité du S&P 500 de 1928 à 2024. Et vous avez, mois par mois, le pourcentage de chance d'être tout simplement en positif. Le mois de juillet avait un pourcentage de 60,8%. Le mois d'août est un petit peu moins bon, avec 57,7%. Le mois de septembre est évidemment le pire mois et le seul mois négatif, à 44,3%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la moyenne annuelle de 1928 à 1924, elle est de 59,6%. Donc, si vous voulez, au mois d'août, au mois de septembre
et au mois d'octobre, ce sont globalement les 3 mois qui sont légèrement en dessous, avec même un bon creux sur le mois de septembre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va se passer exactement comme ça, je le dis souvent, mais enfin, c'est quand même un bon indicateur, et on s'aperçoit que globalement, quand même, les marchés ont tendance à suivre cette saisonnalité-là. Sur le Nasdaq, ce qui est très intéressant également de noter, ici, vous avez sur la partie du haut, la ligne du haut, vous avez les performances moyennes, mois par mois, du Nasdaq. Et donc, en effet, le Nasdaq, alors lui, il n'a qu'un seul mois négatif aussi, qui est le mois de septembre. Donc, le mois d'août n'est pas un mois négatif pour le Nasdaq, mais il est un mois quand même, c'est un mois pas terrible, puisqu'il fait partie pour moi des 3 mois les moins bons, avec également, c'est assez surprenant, mais avec le mois également de décembre. Voilà. C'est les stats tout simplement depuis 2010. Donc on voit sur le mois d'août, on peut avoir quand même quelques rouges, là où par exemple le mois de juillet est un très très bon mois sur le Nasdaq habituellement, même si cette année ça n'a pas vraiment été le cas. Il y a eu une belle remontada sur la fin du mois de juillet, mais globalement ça a été un mois moyen. Lorsqu'on regarde aussi le parcours sur la performance de 1994 à 2023 sur le S&P 500, on est à peu près ici sur l'échelle de temps, et donc vous voyez, on a effectivement un mois de juillet sur les S&P 500 qui est pas mal. Et là, voilà, on attaque un petit peu la période vraiment molle, surtout le mois d'août. Et on a ensuite, bien sûr, le fameux mois de septembre qui est un mois creux, généralement. Et là, ce qui est très intéressant de noter, c'est que le bottom a lieu, grosso modo, sur la première quinzaine, historiquement, en termes de saisonnalité. Historiquement, il a lieu sur la première quinzaine du mois d'octobre. Si on regarde même indice par indice, voilà, globalement, début août, nous sommes ici. Donc, voilà, on voit sur le Dow Jones que le Dow Jones est très fort sur cette période-là, du moins surtout sur la période d'avant, mais même là, il est quand même très résilient jusqu'à grosso modo début septembre. Donc le Nasdaq, on l'a dit, le mois d'août, c'est un peu un mois en zigzag. Le DAX, lui, par contre, donc c'est là où l'Europe, qui surperforme depuis quelques semaines, pourrait, je dis bien pourrait, attaquer une période un petit peu plus difficile avec le DAX, qui, voilà, notamment commence à descendre historiquement à partir de ce début du mois d'août, et le CAC 40, qui lui aussi fait un pic. D'ailleurs, on l'a vu début août, fin juillet, début août, et qui ensuite, malheureusement, après ce pic-là, a beaucoup de difficultés. Donc là aussi, on reviendra là-dessus pour notamment préparer les scénarios pour les prochaines semaines, voire même potentiellement, avec un petit peu plus de recul, jusqu'à la fin de l'année. Nous avons ensuite donc les publications d'entreprises qui ont été très nombreuses, vous l'avez vu au mois de juillet, ça a été l'apocalypse si je puis dire, mais il y en a encore, on a vu cette semaine, notamment aux États-Unis, on a eu de belles publications, moins en France et moins en Europe c'est vrai, mais beaucoup de publications aux États-Unis avec notamment AMD, Lilly, SanDisk notamment qui étaient attendus, etc. Voilà, on a également The Trade Desk hier soir qui a publié, Celsius, Fiserv, donc voilà. Il y a eu pas mal quand même c'est encore assez riche, McDo aussi, donc Walt Disney, bon voilà, il y a eu quand même Uber aussi, qui était un petit peu décevante d'ailleurs. Donc voilà, globalement, il y a quand même pas mal de choses. Aux États-Unis, à contrario de ce qui se passe plutôt en France, Belgique et Pays-Bas, où là on le voit sur le nombre de publications, on avait une fin juillet qui avait été spectaculaire, et puis pouf, tout à coup ça a chuté, tout le monde est parti en congé, et donc globalement on a devant nous 2 mois relativement calmes. C'est ce qui fait aussi qu'on manque de catalyseurs souvent pour monter l'été, c'est qu'il y a très peu de publications sur cette période-là. Malgré tout, il y en a encore quelques-unes, mais c'est souvent des actions qui sont un petit peu en retrait, donc regardez un petit peu la semaine prochaine ce que nous aurons. Voilà, on aura notamment Adyen normalement jeudi, Valneva aussi, mais voilà, globalement, à part quelques publications un petit peu à la marge, globalement, on a beaucoup moins de publications dans cette période-là. Au niveau des dividendes, c'est la même chose. Très peu de publications. On a passé le plus gros, qui est avril, mai, juin sur les dividendes. Mais là, c'est un petit peu terminé. Semaine prochaine, sauf erreur, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Donc voilà, sur ce côté-là, on est un petit peu tranquille, pas besoin de trop vérifier cela. On passe donc au récapitulatif économique de la semaine, macroéconomique et géopolitique. Donc les records s'enchaînent en Europe. Donc vous avez vu, la semaine a été encore très solide pour les marchés européens. Jeudi, le Stoxx
600 a inscrit un nouveau record historique, tout comme le CAC, on le verra, pour la 3e séance consécutive, tandis que les marchés français, espagnols et italiens aussi ont également atteint des sommets. Cette hausse n'est plus uniquement alimentée par la détente géopolitique, les résultats d'entreprises soutiennent également le mouvement. On l'a vu globalement, les résultats, ils ont été moyens, mais je dirais grosso modo beaucoup moins catastrophiques pour la plupart, pour la majorité de ce qu'on attendait. Ça n'a pas empêché certaines dégringolades, on en verra. Mais globalement, je veux dire, bon, je sais pas si le marché a été rassuré, conquis, mais il y a quand même eu des publications qui ont été pour moi, moins graves que ce qui était prévu. Les analystes anticipent désormais une croissance proche de 21% des bénéfices au deuxième trimestre pour les entreprises du stock 600 contre seulement 12,5 attendus quelques mois auparavant. Il y a aussi un effet, inflation qu'il faut prendre en considération, mais voilà, malgré tout, c'est plutôt pas mal. Et pour le moment, malgré les valorisations qui remontent, puisque évidemment un marché qui est haut, ça veut dire des valorisations qui sont remontées, bien les fondamentaux continuent globalement d'accompagner le marché, et ça, c'est plutôt pas mal pour le moment. Wall Street, donc aux États-Unis, ça reste haut, mais la tech, on l'a vu, commence à être jugée beaucoup plus sévèrement. Donc on l'a vu aux États-Unis, notamment le S&P 500, le Dow Jones ont inscrit de nouveaux records mardi, portés notamment par d'excellentes publications de plusieurs entreprises liées à l'intelligence artificielle. Mais publier de bons résultats ne suffit plus. On l'a vu avec l'exemple AMD, que j'ai toujours d'ailleurs certaines demandes dans le portefeuille. Moi, du coup, je garde, j'ai vendu une partie, mais je garde le reste, le solde. Donc par exemple, AMD sanctionné en séance avec une baisse de 6,6% mercredi malgré des perspectives de chiffre d'affaires supérieures au consensus car les attentes sont devenues monstrueuses, très élevées. Donc jeudi, le Dow Jones a finalement perdu 0,85% donc hier soir, le S&P 0,18 et le Nasdaq 0,06 donc on peut dire quand même que c'est très solide. Plus de 84% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont battu les attentes. Même si les attentes, soyons honnêtes, elles n'étaient pas non plus faux folles. Donc, il faut voir aussi ce qu'on a battu. Mais bon, voilà, malgré tout, ça a été fait, malgré tout, ça a rassuré le marché, qui reste donc solide et qui commence clairement à faire, par contre, beaucoup plus de tri. C'est là aussi où je disais en introduction de la vidéo, c'est un marché qui est toujours haussier, c'est pas un marché qui est en cracks, mais c'est un marché qui, on le voit, est capable d'être en quelques jours, quelques heures, beaucoup plus volatile, qui va faire beaucoup plus de tri que ce qu'il faisait auparavant. Donc ça, c'est très intéressant de regarder. Et puis bien entendu, il y a toujours ça n'a pas changé, la situation géopolitique. Donc ça fait des mois que tous les jours on nous dit que demain le détroit d'Ormuz va être ouvert, mais pour autant c'est pas le cas toujours au moment où je vous parle. Le pétrole donc nous rappelle que le risque géopolitique n'a pas disparu. Lundi le pétrole avait chuté de 7% après la décision de Trump de ne pas lancer de nouvelles attaques contre l'Iran et sur l'espoir donc d'un nouvel accord. Mais jeudi, le Brent a quand même rebondi de 3,8 au-dessus des $82 lorsque Téhéran a évoqué la possibilité de restreindre le passage de certains navires dans le détroit. Ce vendredi matin, il évoluait à $83 donc et demi, ce qui est quand même un niveau, ça a baissé évidemment, mais enfin, c'est quand même un niveau très élevé. D'ailleurs, vous avez dû le voir à la pompe, vous payez votre litre d'essence au moins 2 €, en tout cas le diesel, et donc forcément, ça impacte énormément les consommateurs que nous sommes. Voilà. Surtout, le trafic maritime reste extrêmement perturbé. Seulement 33 navires ont franchi Ormuz entre lundi et jeudi. 33 entre lundi et jeudi. Donc voilà, contre 50 la semaine précédente, ce qui n'était pas lourd non plus sur la même période. Nous sommes donc très loin d'une véritable normalisation. Et d'ailleurs, on le voit, bien entendu, j'en parlais aussi cette semaine sur les réseaux, et j'en parle aussi avec des copains de différentes régions de la France, et différents commerçants aussi. J'ai pas mal de copains qui sont commerçants, notamment un qui a un resto, etc. C'est très calme cette année. C'est très calme. Il y a peu de monde. Les gens consomment très peu parce que, tout simplement, pour moi, alors il y a différentes raisons. Certains nous ont expliqué que c'était la chaleur, tout ça. Oui, bon, bien entendu, la chaleur, ça aide pas. Mais enfin, il y a des pays. Vous regardez moi, je regardais la station balnéaire, une station de balnéaire là où je vais souvent en vacances en Espagne. Bon, vous regardez la plage, vous voyez pas la plage, vous voyez que des parasols, quoi. Donc il y a un monde fou en Espagne, il y a un monde fou en Italie, etc. En France, il n'y a pas un monde fou. Il n'y a pas un monde fou, donc
Effectivement, la chaleur, oui, mais je suis pas persuadé qu'en Espagne, même s'ils sont beaucoup mieux équipés, ça c'est vrai, que nous en climatisation, etc., je suis pas persuadé qu'ils ne fassent pas chaud en Espagne. Donc je pense quand même, parmi les raisons, même s'il n'y en a pas qu'une, parmi les raisons, je pense que honnêtement les Français sont quand même largement impactés par le pouvoir d'achat. Et sur le pouvoir d'achat et par l'augmentation du pétrole et pas que. Et donc ça, évidemment, ça pèse bien sûr sur la consommation. Donc on verra aussi les chiffres économiques. On a vu les PMI des services en France qui sont pas bons. On verra les prochains. Donc à un moment donné, peut-être qu'il va falloir faire attention quand même à l'Europe et notamment à la France. L'emploi américain, donc ça c'est évidemment très important, vous le savez, hein, ça fait des mois et des mois que je vous dis de toute façon, le seul véritable thermomètre qu'il faut suivre, qu'il faut regarder, c'est l'emploi américain. Et donc le prochain juge de paix, c'est celui-ci. Il arrive justement aujourd'hui avec le rapport de l'emploi américain de juillet. Le consensus attend environ une création de 80 000 après 57 000 en juin. Le chômage pourrait se stabiliser aux alentours des 4,2. Donc comme je vous dis, tant qu'on est en dessous de 4,3, 4,4, ça va, on tient. Même aux États-Unis, là où ce sera vraiment dangereux, et pour le moment c'est pas le cas, on n'arrive pas à faire baisser ce chômage, mais pour le moment on le maintient sur ces niveaux-là, pour éviter probablement une récession. Un chiffre donc très solide, quand même, malgré les circonstances, c'est vrai, pourrait renforcer les anticipations d'une nouvelle hausse de taux. Donc c'est là aussi tout le paradoxe, c'est que quelque part la stabilisation va bien au marché. C'est-à-dire que si vous avez un chômage qui augmente, le marché verra ça comme une potentielle récession économique, et ça, il le verra d'un mauvais œil. A contrario, si le chômage baisse, il pourra se dire que la Fed ne va pas hésiter à augmenter les taux, et ce sera aussi handicapant pour les marchés. Donc la stabilité que l'on vit aujourd'hui convient parfaitement au marché. Même si le pétrole est autour des 80 $, ce qui n'est pas cadeau, du moment où ces chiffres-là restent stables et solides, pour moi le marché n'est pas véritablement en danger. Le danger arrivera s'il y a de la volatilité sur ces chiffres-là. Donc voilà, entre le pétrole, les taux et les valorisations exigeantes sur la tech, la marge d'erreur, c'est ce que je vous disais, semble clairement plus faible qu'il y a encore quelques semaines. Donc voilà, globalement, on va s'appuyer également sur quelques données économiques que je vous ai ajoutées ici. D'abord, ce qu'il faut comprendre, donc là vous avez un graphique qui compare la valorisation donc, du S&P 500 à celle donc, des actions mondiales hors États-Unis, donc à travers le PER anticipé, le forward. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que malgré tout, avec les bons résultats quand même, on s'aperçoit que les actions américaines, en termes de valorisation, ont baissé par rapport au reste du monde. Alors, est-ce qu'elles ont baissé ou est-ce que c'est plutôt les actions du reste du monde qui ont augmenté, notamment les pays émergents, etc. Il y a aussi de ça qui est vrai, hein. On pense à l'Inde, etc., où les valorisations quand même sont vraiment, même à l'Europe, évidemment, où les valorisations sont revenues quand même à des niveaux intéressants. On a toujours une prime supérieure, bien sûr, aux États-Unis, puisque 1,2, ça veut dire qu'on a 20% en gros de survalorisation des États-Unis par rapport au reste du monde. Mais globalement, on est revenu à ce qui se pratiquait avant le Covid, quoi. D'accord. Donc là, ici, vous avez un graphique très clair qui montre par contre les valorisations donc, de la tech par rapport aux valeurs défensives. Et on voit qu'on est sur des plus bas quasiment depuis 2000. Donc là aussi, peut-être qu'il y a quelques excès qui pourraient, je dis bien pourraient éventuellement être corrigés. D'autant que lorsqu'on regarde donc le CDS, qui est tout simplement le risque de défaut en fait, hein, de crédit quelque part, c'est-à-dire qu'en fait plus une boîte est à risque de faire défaut, plus on lui prête évidemment cher. Et donc là pour le coup, vous avez une boîte comme Oracle, hein, on voit que le risque de défaut a fortement explosé, donc c'est le coût finalement hein, pour s'assurer contre un défaut de paiement qui a énormément augmenté donc pour Oracle. Est-ce que ça, c'est des choses que l'on... Bon, là, c'est vraiment localisé, puisqu'on parle juste d'une seule valeur, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se propager sur d'autres valeurs et mettre à risque le marché? On verra, c'est possible. Voilà, donc quand même, c'est quelque chose qui est à suivre. On a aussi des flux, beaucoup de flux, et on a un marché qui tient. Pourquoi? Parce qu'on a une folie ETF, une folie, tout simplement, hein, tout simplement une folie, puisque, par exemple, rien que cet été, pour le moment,
nous avons entre 380 et 400 nouveaux ETF qui ont été créés, donc ce qui correspond globalement à 200 ETF par mois en moyenne. Donc on a une accélération folle, tout ça engendre des flux, donc on a une industrie des ETF qui connaît une croissance absolument spectaculaire, avec des multiplications de produits en tout genre, en levier notamment, ce qui a aussi causé un certain nombre de volatilités, notamment sur le Kospi, l'indice coréen. Donc ça aussi, à un moment donné, quand même, ces excès-là pourraient causer quelques problèmes lorsqu'on voit qu'il y a plus d'ETF aujourd'hui aux États-Unis en nombre que d'actions individuelles aux États-Unis. Voilà, pour un produit qui se voulait un produit très simple, très simplifié, où finalement on avait des paniers d'actions et puis on s'embêtait pas, ben aujourd'hui vous avez plus de difficultés à faire le choix entre deux ETF qu'entre deux actions. Donc on va faire du stock picking ETF aujourd'hui. On va inventer le concept. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui pourrait à un moment donné être complexe sur les marchés. On n'y est pas encore. Mais attention, parce qu'il suffit qu'un ou deux émetteurs tout à coup se mettent à être en difficulté, ce qu'on n'a pas trop vu, et tout à coup la confiance pourrait changer de camp, et ça pourrait créer de la volatilité. Encore une fois, j'anticipe à peut-être plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, ce que je vous dis là, mais voilà, gardez-le quand même dans un coin de votre tête, parce que on ne sait jamais évidemment ce qui peut arriver. On a eu, ça c'était juste avant qu'on se quitte, on parlait de l'indice des semi-conducteurs. Moi, j'avais fait une intervention sur BFM un petit peu critiquée parce qu'on était sur les plus hauts, notamment en Corée, etc. Et j'expliquais sur BFM que pour moi, il y avait des effets de levier qui étaient énormes et que la correction était très proche. Dans quelle ampleur et à quelle vitesse cette correction allait avoir lieu, je ne le savais pas. Mais voilà, les syndisques, etc. Souvenez-vous, combien de fois on en a parlé ici même. J'avais dit, attention, on va avoir un épisode de volatilité très fort. J'ai été vivement critiqué parce que, évidemment, il y a une folie, il y a un narratif qui est incroyable, et puis il y a des raisons de l'avoir, attention. Mais à un moment donné, même si les valorisations, blablabla, blablabla, il y a un excès qui est corrigé par d'autres excès. Et c'est ce qui s'est passé, puisque quelques semaines après, on a eu une baisse de 30% sur un indice des semi-conducteurs. Donc c'est colossal, 30%, et il y a certaines valeurs qui ont perdu 30, 40, 50, 60, 70% de leur valorisation en seulement quelques jours. Ça ne change pas la tendance haussière de fond. D'ailleurs, on voit qu'il y a des acheteurs qui se présentent, etc. Mais clairement, il y a des épisodes de volatilité. Alors, ces épisodes de volatilité aussi, il y a des prétextes, voilà, on découvre rien, tout à coup on s'aperçoit que Google a un cash flow négatif, donc tout à coup le marché s'affole. Mais pour moi, c'est un épisode, d'ailleurs, je vais vous le montrer sur le graphe suivant. Pour moi, c'est un épisode lambda parce que je pense que ces boîtes-là acceptent d'avoir des capex énormes et un cash flow négatif parce que derrière, ils estiment effectivement que le free cash flow reviendra largement positif et même explosera à la hausse. Donc s'ils ne font pas d'erreur, globalement, on devrait arriver sur ça. Donc c'est pour ça qu'aussi ils acceptent quelque part de sacrifier un petit peu ça pour avoir mieux plus tard. C'est de l'investissement, tout simplement. C'est la définition même de l'investissement. Donc on est sur la première quinzaine du mois d'août. Je reviens un petit peu sur la saisonnalité avec notre prisme, puisque on voit, voilà, le mois d'août, globalement, on fait partie du dernier tiers de performance sur la première quinzaine. On voit également les mid-term, donc très intéressant. Pour moi, on est là globalement jusqu'au mid-term. On va avoir une performance qui va être pas terrible, très certainement, un peu, encore une fois, en zigzag, etc. Par contre, justement, on est un petit peu là sur les prédictions et le scénario que je vois. Moi, globalement, ces prochaines semaines, je m'attends à beaucoup de volatilité. Je m'attends même peut-être à une consolidation des marchés, notamment des marchés européens. Donc, attention à ça, parce que pour moi, on va avoir des épisodes de volatilité assez importants sur ce mois d'août et ce mois de septembre. Par contre, je pense qu'il faudra saisir les opportunités parce que je pense que nous aurons probablement sur la dernière partie de l'année et le début de l'année prochaine, nous aurons potentiellement un beau rallye. Donc on verra évidemment, sauf catastrophe et choses que je ne maîtrise pas aujourd'hui, informations qui pourraient sortir, mais
Globalement, voilà, globalement, souvenez-vous, hein, le scénario, on a suivi vraiment parfaitement depuis l'année dernière, on avait suivi le scénario, on avait dit un début d'année plutôt pas mal, et puis derrière un épisode de volatilité au début de l'été et pendant l'été, c'est exactement ce qu'on a eu, pas mal de zigzags, et puis derrière une accélération de la volatilité, donc pour ces prochaines semaines, ce qui veut dire des marchés beaucoup plus complexes, hein, puisque là je vous rappelle que c'est le graphique du VIX, donc qui montre la nervosité des marchés. Plus le marché augmente en termes de nervosité, plus vous avez des marchés qui peuvent être en difficulté. Et par contre, je m'attends à partir du dernier trimestre globalement à une forte chute de la volatilité et potentiellement jusqu'au premier trimestre de l'année. Je m'attends à 4, 5, 6 mois peut-être vraiment extrêmement bons sur les marchés. Et après, on sera en année électorale et là, on refera. Mais déjà, une vision à 6 mois, c'est déjà pas si mal que ça. Largement suffisant en tout cas pour faire des choses. Donc voilà, moi, globalement, mes prédictions, encore une fois, c'est pas des prédictions parce que l'objectif, c'est toujours d'ajuster par rapport à ce que nous disent les graphiques. Vous avez beau avoir, c'est ça la force pour moi d'un trader, c'est d'avoir un biais baissier et d'avoir des graphes qui donnent des signaux d'achat et y aller quand même parce qu'on privilégie les graphes. C'est ça pour moi qui fait la différence entre un bon et un mauvais investisseur. Un mauvais investisseur, il a un scénario en tête et quoi qu'il arrive, il va le suivre. Un bon investisseur, il a un scénario en tête et si le marché lui prouve le contraire, il va suivre les flux financiers. Voilà, c'est ça la différence. Et si vous faites partie des bons investisseurs, vous devez garder, si vous voulez faire partie des bons investisseurs, vous devez garder toujours ça en tête. On passe aux rubriques. Donc d'abord la rubrique des 5 plus fortes hausses et 5 plus fortes baisses depuis le début de l'année. Donc d'abord les 5 plus fortes hausses. On a au palmarès, donc c'était arrêté hier les performances ST Micro Electronics qui gagne 102%, donc bravo à ST et Micro Electronics. OVH qui gagne 111%, on a Genfit qu'on a beaucoup mis en avant ici même, qui a gagné 165%, Avenir Télécom qui est pas Alerte déclenchée. qui est pas vraiment l'action la meilleure action de tous les temps, on va dire, qui gagne 186%, et on a toujours Soitec qui est devant et qui gagne 403%. Au palmarès, donc DBS, on a AB Science qui perd 50%, on a Claranova qui perd 51%, on a EuroAPI qui ne s'en remet décidément pas, qui perd 56%, on a Nikon, quelle déception, qui perd 83% depuis le début de l'année. Et on a, et ça me crève le cœur, Maison du Monde, qui est une entreprise que j'aime beaucoup, une boîte que j'aime beaucoup, plutôt sur l'aspect déco, etc. Enfin, c'est surtout ma femme, hein, en réalité, qui aime beaucoup Maison du Monde plutôt que moi, si je suis complètement honnête. Mais en tout cas, ça fait quand même mal au cœur, puisque on abandonne 91% depuis le début de l'année, et même avant, c'était encore pire. Le graphique de la semaine, pour moi, il y a un graphique que je retiens, c'est ce graphique-là, c'est le graphique du cash de Berkshire Hathaway qui ne cesse d'augmenter. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand j'ai montré ce graphe, on m'a dit oui mais non, mais ton graphique il est pas bon, parce qu'attention, oui le cash augmente, mais il faut le comparer au pourcentage investi global, etc. etc. Et là sur le pourcentage global investi, c'est pas vrai, on n'a pas une augmentation du cash. Ben, si, je suis désolé, alors évidemment c'est moins spectaculaire que le cash récupéré, mais lorsqu'on regarde la courbe effectivement du pourcentage de cash investissable, il est en augmentation. Donc oui, Warren Buffett accumule plus de cash et accumule plus de cash en pourcentage des capitaux investis. Donc oui, Warren Buffett, c'est la vérité, Warren Buffett, il accumule du cash. Et vous écoutez ces dernières interviews, c'est pas du tout parce qu'il prépare sa succession, c'est pas du tout, et moi je l'ai dit, mais c'est fantastique, hein, vous écoutez l'interview de Warren Buffett, il dit, moi, tout simplement, j'ai 94 ans, je sais pas, quel âge il a, 93, 94, je sais plus, il dit, moi, j'attends les opportunités. Voilà, j'attends les opportunités. Absolument fabuleux, ce monsieur-là, qui nous donne encore une leçon, qui est moqué, donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, c'est un monsieur qui est moqué, mais on verra à la fin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Nouvelle rubrique également, donc le créateur de contenu de la semaine. Donc dans cette rubrique-là, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être toutes les semaines, régulièrement, très régulièrement, mettre en avant des créateurs de contenu français, même étrangers, que je suis moi-même sur les réseaux, qui je trouve apportent de la valeur.
et qui voilà, sont intéressants à suivre. Cette semaine, je commence par un copain en plus qui s'appelle Adrien, qui est l'analyste curieux. Donc Adrien qui a une capacité. Donc Adrien, c'est pas un trader, c'est pas, même si évidemment c'est quelqu'un d'intelligent, donc c'est quelqu'un qui progresse, mais c'est un jeune investisseur. Mais qui a une qualité absolument folle. Pour moi, c'est peut-être un de ceux qui fait les plus belles infographies. Donc vous regardez, il fait des fiches, notamment, voilà, là c'était l'analyse plutôt des résultats de Total Energy, mais il est capable de faire des fiches aussi récapitulatives sur la valorisation et l'évaluation avec des résultats financiers, des indicateurs, etc. de certaines entreprises. Donc c'est très visuel. Ça, voilà, c'est très intéressant. Donc je vous recommande franchement de suivre ce jeune homme sur les différents réseaux sociaux. Il est surtout sur Twitter, Instagram aussi, je crois, qui est pas mal d'ailleurs pour suivre sur Instagram. C'est pas mal pour suivre les visuels. C'est, je trouve, plus agréable sur Instagram que sur Twitter. Mais en tout cas, sur Twitter, il l'est. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Adrien, l'analyste curieux. Vous avez le arrobase, mais même en tapant l'analyste curieux, vous allez le retrouver, évidemment, sans problème. Nouvelle rubrique encore. Évidemment, il n'y a que des nouvelles rubriques. C'est la rubrique. Je me suis planté dans cette rubrique-là. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre en avant un sujet sur lequel j'ai eu tort. Tout simplement, voilà. Un sujet sur lequel j'ai eu tort. Des fois, c'est une action. Là, ça va être une action. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux de cette action-là. Des fois, ça peut être tout simplement une vision où je me suis planté. Donc, l'objectif, c'est de faire preuve d'humilité et de montrer que on peut quand même faire du trading efficace ou de l'investissement efficace tout en reconnaissant que il y a plein de fois où on se plante, même beaucoup de fois où on se plante. Et là, en l'occurrence, je me suis planté moi sur une action, sur une vision d'une action, qui est l'action Visa. J'ai fait un tweet d'ailleurs il y a quelques jours, puisque j'attendais un repli, j'attendais un repli, et ce repli n'a jamais vraiment eu lieu. Moi, le business Visa Mastercard, pour moi, c'est un business qui est un business à risque entre guillemets. C'est ce que je disais, c'est ce que je pense toujours, mais clairement, le marché me donne tort. Pour le moment, voilà, moi j'attendais, il y a eu un beau repli, j'attendais un repli supplémentaire ici dans la zone des 250, 270, ça doit être quelque chose comme ça. Ce repli n'a pas eu lieu, vous voyez, il y a eu un gros repli quand même, mais pas suffisant pour que je puisse passer à l'achat. Et derrière, le titre est reparti quasiment sur ses plus hauts, je crois qu'il a touché les plus hauts. Donc voilà, par exemple un sujet où j'ai eu tort, mais je vous rassure, il y en aura beaucoup d'autres, et jusqu'à la fin de l'année encore, on aura de quoi faire, de quoi alimenter, j'aurai de quoi alimenter cette rubrique là. Nouvelle rubrique, le baromètre du risque, ça va vous intéresser. Donc j'ai bossé sur cet été sur un baromètre du risque personnel. J'insiste sur le mot personnel. J'ai voulu rentrer, donc je me suis fait aider aussi par bien sûr l'intelligence artificielle qui me fait aussi ces calculs-là. J'ai voulu m'aider d'un certain nombre d'indicateurs. Je vous explique globalement, mais vous n'avez pas les détails parce que les détails seraient complexes, ça ne va pas vous intéresser. Mais globalement, j'ai voulu mesurer un risque par rapport à un certain nombre de critères. Il y a 6 critères qui sont la valorisation qui pèse un quart de ce baromètre. Il y a la macroéconomie qui pèse 15%, les taux et la liquidité qui pèsent 20%, les bénéfices des entreprises qui pèsent 15%, la structure interne du marché, c'est-à-dire l'analyse technique, etc., qui pèse 15% du marché, les flux, etc., le sentiment et les risques asymétriques qui pèsent 10%. Et le total fait 100%. Je passe d'abord ma vision de baromètre du risque, étape par étape. Donc les valorisations. Pour moi, alors quand je dis risque, c'est risque de ne pas faire de la performance. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, le risque de ne pas faire de performance sur les valorisations, pour moi, c'est 85. Je trouve qu'on est quand même très cher. Les marchés américains restent très chers par rapport aux bénéfices, aux ventes et aux moyennes historiques. La faible différence entre le rendement des bénéfices des actions et celui des obligations réduit fortement la marge de sécurité. Donc, le risque pour moi de ne pas faire de la performance par rapport aux valorisations actuelles, il est très élevé. Deuxième catégorie, c'est la catégorie, évidemment, macroéconomie. Donc là, j'estime à 60%. Donc la croissance et l'emploi résistent encore, décidément. Mais l'inflation reste trop élevée. Et donc, plusieurs indicateurs montrent un ralentissement progressif. On l'a vu aussi dans cette première partie de vidéo. Donc l'économie n'est pas en récession, mais elle devient un peu plus vulnérable. Donc
j'estime que c'est un risque modérément élevé. Taux et liquidité, 75%. Le taux obligataire reste élevé et constitue une véritable alternative aux actions. Les conditions financières demeurent restrictives et limitent la capacité des banques centrales à soutenir rapidement les marchés. Donc risque relativement élevé. Les bénéfices des entreprises, 35%. Donc là on l'a vu, hein, les taux obligataires restent élevés, constituent... ah non, c'était le truc précédent. Mais pardon, j'ai recopié. Bon, c'est pas grave. Donc bénéfices des entreprises, évidemment. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous le voyez bien, les bénéfices, bon, tout va bien, hein, pour le moment. Donc le risque est très peu élevé à ce niveau-là. Structure de marché, donc voilà, hein, la hausse reste relativement large, mais les grands indices dépendent toujours fortement des plus importantes capitalisations. Certains segments plus spéculatifs montrent également des signes de fragilité. Donc pour moi, le risque il est modéré à 45%. Et enfin, sentiment et risque systémique, donc 68%, le marché n'est pas totalement euphorique, mais le levier financier, la dette sur marge, les faibles primes de crédit et les tensions géopolitiques montrent une complaisance quand même assez importante, donc le risque est élevé. Et donc, lorsqu'on fait la synthèse, bon, on a un marché qui est soutenu donc par les bénéfices, encore solide, et une économie qui résiste. En revanche, les valorisations élevées, les taux obligataires, le levier financier et les risques géopolitiques réduisent fortement la marge de sécurité. Le marché reste investissable à long terme, mais il est justifié des entrées progressives, c'est ce qu'on fait régulièrement, davantage de sélectivité, c'est ce qu'on fait aussi, du moins on essaye, et la conservation de liquidité pour profiter bien sûr d'un éventuel repli. Et donc, le baromètre du risque, pour moi, il est de 68. C'est-à-dire que pour moi, le risque de ne pas faire de performance, c'est un début de risque élevé. C'est-à-dire que si on achète pour moi les marchés ici, le risque, on va dire à 5 ans globalement, de faire de la performance, de ne pas faire de la performance, du moins, il est relativement élevé. Voilà, globalement, le baromètre du risque, vous me direz bien sûr dans toutes ces catégories-là, puisqu'on arrive à la fin, vous me direz laquelle vous avez préférée. Et encore une fois, s'il y a des idées d'autres catégories, n'hésitez pas à me les proposer. La semaine prochaine, vous en verrez de nouvelles, parce qu'il y en a plein d'autres. Évidemment, sinon la vidéo va durer 5 heures, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver, que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'été, et même à la rentrée prochaine. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, pour rappel, vous avez bien sûr la newsletter, de la table des investisseurs, à laquelle vous avez bien sûr accès au portefeuille Forteresse qui réalise une performance exceptionnelle puisque on a 17,16% depuis environ 18 mois. Je rappelle que c'est un portefeuille qui ne bouge pas. D'accord, c'est un portefeuille auquel il n'y a pas d'arbitrage. En tout cas, pour le moment, on verra peut-être de temps en temps, mais là, à ce stade, depuis 1 an et demi, on n'a rien touché. Vous pouvez, en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien, bien sûr, accéder directement et recevoir directement, c'est gratuit, le portefeuille Forteresse. Voilà donc pour cette première partie, et on passe désormais, si vous le voulez bien, aux analyses techniques. Et les analyses techniques commencent bien entendu par notre cher ami, comme d'habitude, le CAC 40. Allez, le CAC 40, donc on reprend nos bonnes vieilles habitudes, si je puis dire, pour le coup, avec donc un CAC 40, on regarde en unité de temps toujours, hein, unité de temps mois. On est bien sûr dans cette figure-là, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois qui monte, je me répète, hein, depuis des mois et des mois. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui monte depuis des semaines, et on est également au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Je ne cesse de me répéter, mais est-ce qu'il y a une raison depuis des semaines ou des mois tout simplement de ne pas, de shorter le marché? Pas vraiment, puisque les flux sont contre vous, donc voilà. Maintenant, évidemment, j'ai quand même un biais prudent. Je ne shorterai pas, du moins sans signal, je ne shorterai pas le marché, mais pour moi, j'ai quand même un biais prudent parce que, effectivement, on le voit, on a des niveaux pour moi qui devraient quand même un petit peu bloquer, donc on peut aller là, on peut pousser encore, hein. Certains m'ont rappelé que j'avais indiqué le niveau des 9000 il y a de ça quelques semaines, donc voilà, mais pour moi, c'est un CAC 40 qui, derrière, va faire, si vous voulez, pour moi. Alors après, est-ce que le point haut sera là?
j'en sais strictement rien, c'est difficile de savoir, mais pour moi, c'est un marché qui va faire un repli derrière, parce que la structure le veut, parce que la structure appelle à ça. Donc pour moi, on va avoir un repli plus ou moins marqué. J'aimerais qu'il soit relativement marqué pour aller chercher notamment la moyenne mobile ici à 200 semaines, mais non, on verra. On n'en est pas encore là, il n'y a pas de signal. Pour le moment, il faut continuer d'acheter le marché, mais juste, je vous le dis, un biais prudent quand même, parce que pour moi, on a fait les objectifs. On peut encore pousser un peu, bien entendu, le marché, il n'y a pas de souci. Mais globalement, tout ça là, c'est une zone entre les 8008 et les 9002. Voilà, il y a 400 points, c'est pas énorme, il y a 400 points. Donc voilà, les plus gourmands, on peut aller chercher 3, 4, 5% de performance supplémentaire. Mais globalement, pour moi, attention, on va avoir derrière un repli. D'accord? Donc gardez ça en tête, plus la saisonnalité, etc. N'anticipez pas. Je pense qu'anticiper, c'est compliqué si ce n'est pour se couvrir. Anticiper, c'est compliqué. Par contre, si vous voyez éventuellement des signaux, il faudra peut-être regarder un petit peu tout ça. Maintenant, la structure en unité de temps mois, elle est toujours haussière. Et voilà, comme on le disait, on peut pousser un petit peu. On peut aller péter cette oblique-là pour partir en exponentielle. Dans ce cas-là, oui, là, il faudra faire très attention. Moi, cette oblique-là, si vraiment on y va, là, ce sera une opportunité très certainement de vendre le marché, chose que j'ai pas fait depuis des années, surtout le CAC 40. Mais ce sera peut-être effectivement sur signal une opportunité de vendre le marché parce qu'on sera revenu sur des niveaux quand même de valorisation certainement élevés. Voilà. On n'y est pas encore, on a le temps, vous inquiétez pas, on a repris les vidéos, donc toutes les semaines on fera un récap. Pour le moment, RAS, voilà, même si quid du potentiel de gain et du ratio gain-risque, mais pour autant, à ce stade, j'ai pas véritablement je dirais, d'alerte pure et dure. On va passer donc aux actions. Petit à petit, donc avec notamment Hermès, on va passer d'abord le luxe évidemment qui pèse, vous le savez, dans le CAC 40 pour voir un petit peu l'état. Hermès, j'ai pas grand chose à dire, hein, très franchement, Hermès c'est baissier, donc voilà, il y a eu un petit rebond, etc. sur la zone là, mais on voit que c'est faiblard quand même. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Moi, la zone que j'attends vraiment pour le long terme, vous la connaissez, hein, elle est là. Voilà, moi j'avais mis un graphe sur les réseaux, mais moi je pense qu'on est un petit peu quelque part dans une sorte de couloir, vous voyez, une sorte de couloir sur AMS, que là-dedans on gesticule, mais globalement on pourrait revenir ici peut-être en 2027 aux alentours des 1000, 1100, etc. Et là en revanche, j'efface un petit peu. Là, en revanche, ce sera une opportunité, par contre. Hein. Ce sera une opportunité. Il y en a une deuxième au cas où il y ait vraiment de la casse, mais on n'y est pas. Déjà, vraiment, là, à titre personnel, je pense que j'achèterai. C'est les plus bas de juin 2022, d'ailleurs. Hein. Donc, pour moi, strictement, rien à dire et rien à faire à ce stade pour Hermès LVMH, qui est toujours quand même résiliente. Mais on voit que ça patine, ça patauge, il y a une réduction de volatilité, donc pour le moment, attention quand même, je trouve que c'est un peu long pour aller chercher je vous avais dit, on risque d'aller chercher le haut de l'oblique là, pour le moment je trouve que elle met du temps, dans un CAC 40 qui fait des plus hauts, elle bouge pas, donc attention, si le CAC 40 se replie, qu'on n'ait pas cette fameuse attaque baissière qui nous amènerait dans la zone des 370, et j'achèterai LVMH sur la zone des 370, si ça va pas trop vite et si j'ai le temps, et si j'ai un peu de sous. Mais en tout cas, c'est une zone, moi, qui m'intéresse. Il y a une deuxième zone plus bas, mais bon, voilà, on n'y est pas encore. Kering, c'est la plus forte, hein, finalement, hein, sur le luxe, parce que Kering, elle s'est bien reprise. Donc on avait, souvenez-vous, le push, la consolidation, et on tente ici de repartir, on le verra. Donc sur l'unité de temps, journalière, on avait dit qu'on surveillerait effectivement pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, ce fanion, avec la poussée ici, le fanion construit, la cassure. On a fait un pullback exagéré, et derrière, bon, voilà. Là, il y a une belle congestion, par contre. Donc, si on arrive à repasser au-dessus, ici, des 294, on peut avoir un petit signal pour aller chercher éventuellement les 341. Voilà, globalement, ce qu'on peut dire sur Kering. C'est très ferme, hein. Vraiment, tant qu'on tient les 270, il n'y a pas de raison, à mon sens, de s'inquiéter outre mesure. Parmi les valeurs qui tentent des rebonds, il y a bien sûr Capgemini. Donc Capgemini qui, voilà, on attendait évidemment. Donc moi, il y a deux zones où vous avez proposé donc de l'achat, la zone des 110 et la zone qu'on n'a pas touchée, la zone des 80 voire 75. Bon, la première est plutôt pas mal.
elle rebondit. Donc il se passe quelque chose quand même sur ces valeurs-là, hein. On verra aussi les Sopra, on verra aussi les SAP, etc. Les NEM également. Il se passe des choses sur ces valeurs-là, donc plutôt encourageant. Et c'est des valeurs, évidemment, Accenture aussi, aux États-Unis, des valeurs qui ont tellement baissé en termes de valorisation, menacées par l'IA, qu'on se demande quand même si on n'est pas allé un petit peu trop loin. En tout cas, il y a certaines valeurs comme Sopra ou SideTrade, par exemple, qui ont quasiment repris, pas la totalité, mais quasiment repris une immense partie de leur baisse. D'ailleurs, on est très content parce que Sopra et SideTrade, c'est des valeurs sur lesquelles on est toujours d'ailleurs, investi. Donc ça, c'est plutôt cool. BNP Paribas, BNP Paribas, résultat très solide. Vraiment, il n'y a rien à dire. Simplement, là, je pas dire que je suis inquiet, parce que bon, inquiet, il faut pas. Mais voilà, on est quand même sur des niveaux, on n'est plus du tout sur des niveaux d'achat. Hein. Plus du tout sur des niveaux d'achat là-dessus, donc attention quand même. On aura à un moment donné un repli, consolidation, etc. Donc si vous en avez pas, franchement, BNP Paribas, laissez tomber. A contrario, moi vous le savez, sur les bancaires, celle que je privilégie depuis des mois, c'est Crédit Agricole. Donc je vous avais dit ici, là, au tout début de l'été, le repli pouvait être exploitable et exploité. Et derrière, on a fait effectivement un beau rebond puisqu'on a repris 23%. Et on est dans ce canal. Donc s'il y a un repli, pour moi, tous les replis sur les crédits agricoles, il faut les payer pour jouer le haut de canal. Voilà. Je trouve que c'est une bancaire qui n'est pas valorisée à sa juste valeur. Je trouve que c'est la bancaire française qui a le plus de potentiel en termes de valorisation. Voilà. Par contre, il faudra quand même faire attention à une chose, c'est les élections présidentielles de mai 2027, parce que en fonction des résultats, vous pouvez avoir de la volatilité donc sur ces valeurs-là. Donc attention quand même de pas être trop investi sur les bancaires si on arrive dans cette période-là. Également qui s'est bien reprise, c'est Dassault Systèmes. Donc voilà, bon, il y avait deux niveaux d'opportunités pour moi qui étaient le niveau donc, des 20 euros et le niveau des 11,45 €. Bah, le niveau des 20 euros, on est allé plus bas puisqu'on a même gratté sous 16 et derrière ça repart bien. Je trouve que c'est intéressant quand même ce qu'elle est en train de faire. On est en train de regagner la moyenne mobile à 10 mois, donc on verra à la fin du mois d'août, mais pour le moment, c'est quand même vraiment pas mal ce qu'elle est en train de faire dans son système. Donc, titre à suivre également de près dans le cadre d'une remontada. Remontada qui n'aura pas lieu puisqu'elle est sur les plus hauts de Air Liquide. Air Liquide qui, pour moi, a une structure. Alors, ça fait un moment que je le dis, donc là, pareil, j'aurais pu la mettre dans J'ai eu tort. Je me suis planté, plutôt dans la revue que je me suis planté, mais pour moi, le potentiel est vraiment derrière sur Air Liquide. Alors oui, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je le dis, que je vous le dis, donc jusque-là j'ai eu tort. Et encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir le timing, l'idée c'est juste de dire, moi je pense franchement que sur ces niveaux-là, de toute façon, globalement depuis avril 2024, donc depuis 2 ans, tous ces niveaux-là pour moi ils sont pas achetables. À part sur petits replis pour jouer des rebonds, tout ça, bon ça c'est autre chose. Mais globalement à long terme, on n'est pas sur des zones d'opportunité. La zone d'opportunité, on l'aura pour moi minimum sur cette zone ici, c'est-à-dire la zone des 140 € ou éventuellement un petit peu plus bas, à proximité du support oblique, où on verra peut-être les 120 €. Mais en attendant, globalement, je reste à l'écart de Air Liquide. Airbus, qui est vraiment reparti comme une balle. On l'attendait là aussi. On l'attendait sur le support oblique. On ne l'a pas touché. Malheureusement, quelques euros près, à 13 € près, et derrière, elle est repartie à la hausse. Donc voilà, pour moi, c'est une action qui est magnifique, comme Safran d'ailleurs, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui est une action magnifique. Mais voilà, globalement, on n'est pas sur des niveaux d'opportunité sur cette valeur-là. Donc, opportunité uniquement si on a des replis plus importants. Soitec, qui après sa chute tente de se stabiliser. Donc on a vu, il y a beaucoup de volatilité. Donc elle, il faut la voir bien entendu. Donc là, pareil, souvenez-vous ce que je vous disais quand il y avait des volumes gigantesques. Donc là aussi, pareil, je me suis fait assassiner sur les réseaux lorsque j'ai dit attention, quand il y a des volumes sur des plus hauts historiques, il faut faire très attention, etc. Et derrière, vous avez un repli de 60% sur le titre en quelques semaines. Donc toujours faites attention au niveau des volumes historiques. C'est toujours des moments où il faut faire très gaffe parce qu'on a souvent des replis. Maintenant, pour l'aspect trading, c'est une action qui est intéressante, puisque c'est une action en effet qui a fait donc le repli, elle a fait une poussée suite au résultat, la conso, etc. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui, moi, m'intéresse, à regarder, à suivre,
c'est effectivement la réduction de volatilité, accompagnée cette fois-ci d'une baisse des volumes. Donc là, ça m'intéresse. Donc à suivre de près. Moi, j'avais proposé ici un achat au-dessus des 111, mais globalement, on peut voir s'il y a un petit peu plus une continuité de la réduction de volatilité, éventuellement tenter quelque chose pour aller chercher notamment cette zone-là, la zone des 140 €, quelque chose comme ça. Sa cousine, ST Microélectronique, STM, bon, c'est la même chose. Hein. Pareil, voilà, regardez un petit peu la cousine. Donc la cousine, elle a fait les volumes historiques, pam, ici, sur donc, le mois de juin, et derrière, pam, vous avez la consolidation, c'est là où tout le monde en parle, et derrière, vous mangez 40% de repli. Quand vous mangez 40% de repli, ça veut dire que pour les plus bas, il vous faut refaire une performance de 70% pour regagner ce que vous aviez mis au départ. Compliqué. J'ai pas grand chose à dire, je note quand même, ça c'est intéressant, qu'on est revenu en mode pullback sur cette zone-là, et que pour le moment, il y a une réaction. On ne peut pas dire que ça repart fortement à la hausse, mais on peut dire qu'il y a quand même une réaction. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher un rebond un petit peu plus prolongé? C'est possible. Ok. Donc, à suivre. Parmi les valeurs qui se réveillent, il y a Alten également, qui est une valeur, voilà, on avait deux zones que vous avez proposées, deux zones d'achat. La zone ici des 53 € et la zone là des 27. La zone des 53, pour le moment, elle a bien été achetée. Vous avez un quadruple bottom ici, 1, 2, 3, 4, et derrière on relance. Pour autant, on est enfermé là-dedans maintenant. On est enfermé là-dedans et on verra si vraiment Alten, qui a déjà fait un beau rebond, hein, puisque c'est un rebond de 57%, c'est énorme, mais on verra si Alten a l'opportunité de congestionner ici, et là, vraiment, de relancer, de retourner la tendance qui était baissière depuis, globalement depuis janvier 2022, et de reprendre sa tendance haussière de fond, parce que je rappelle que, évidemment, sur le long terme, il n'y a qu'à voir, c'est une tendance haussière. D'accord? Donc même si vous avez un repli ô combien très important, puisque vous avez un repli de 70%, ce n'est qu'un repli, car sur le long terme, vous êtes quand même dans une tendance haussière. Sanofi, qui est dans ma première zone d'achat, vous le savez aussi, mais qui rebondit pas. Donc voilà, l'ellipse, hein, c'est une ellipse un peu large, mais elle est molle, il faut dire, hein, Sanofi. Mais globalement, de 65 à 75, vous avez toute une zone là qui est intéressante, je pense, et une deuxième zone qui sera plus basse, c'est-à-dire entre les 38 et les 46. Voilà, les deux zones pour moi d'investissement. Pour le moment, j'ai rien, pas de signal, mais c'est vraiment de l'accumulation. On a une action qui est nerveuse, qui s'appelle Hafner Energy, là c'est pour les spéculateurs, mais qui, on le voit, qui a donné son petit signal ici en repassant au-dessus de la M10, et on voit que lorsqu'on passe au-dessus de la M10 mensuelle, eh bien derrière on a des épisodes de volatilité souvent favorables. Là, ce qui était pas mal, alors on en avait parlé ici, effectivement, souvenez-vous, à la congestion là, donc derrière elle a bien pété, hein, puisqu'elle a fait une grosse accélération de 268%. Ensuite, elle nous a fait sa consolidation dans ce fameux je sais pas, biseau, triangle, bon, peu importe. Gros ralentissement aussi des volumes. Regardez les volumes qui étaient énormes ici, très 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 petits là. Et là, de nouveau, l'explosion, avec à nouveau des volumes. Très important. Donc attention, beaucoup de volume. Ce qu'il faut attendre, à nouveau, c'est un épisode de réduction de volatilité. Et si il a lieu, on aura éventuellement une cassure, une petite congestion, la fameuse petite figure, à trader pour aller chercher un nouveau plus haut, etc. Attention, il y a un aspect spéculatif, bien sûr, sur le dossier. Après le dossier Hafner, on a un dossier moins spéculatif, mais qui nous a bien déçus. C'est le dossier Vivendi, que je vais vous mettre en unité de temps long terme. Voilà. Donc en unité de temps long terme, Vivendi, elle revient sur les niveaux là. Alors, pour être encore une fois transparent, j'en ai pris un petit peu, moi, dans la baisse. Je l'ai tradé dans ce que j'estimais être un excès baissier. Il m'en reste un petit peu. Je l'ai tradé pendant 2-3 jours sur les excès baissiers. Mais voilà, on est sur une grosse zone. Ça, c'est clair. Faut pas lâcher, surtout pas lâcher cette zone-là. Si on lâche cette zone-là, là, par contre, ce sera très certainement une grosse accélération, peut-être aux alentours des 1,15 €, 1,20 €. Voilà. Donc, est-ce que la sanction est méritée ou pas? Je vous laisse seul juge. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, la sanction est véritable. Donc, voilà. Si vous avez des petits signaux éventuellement ou en journalier, voilà. En journalier, si vous avez des petits signaux d'achat que vous voulez la tenter, pourquoi pas.
On peut imaginer ici la formation d'un point pivot là, réduction de volatilité, et éventuellement, si vous avez un petit signal, vous pouvez tenter un achat, par exemple, au-dessus ici des 1,73 €. Attention, n'oubliez pas le stop d'invalidation. On verra, ce sera sous la anse, mais globalement, ça devrait être à peu près aux alentours des 1,60 ou 1,63, hein, globalement. Voilà. Voilà pour Vivendi, mais c'est vrai qu'elle nous a pas mal déçus. UMG aussi, sa cousine, qui s'est pas mal replié. Technip Énergie, bon, il y a plusieurs mois, il y avait eu un gros débat sur une analyse que j'avais faite sur Technip Énergie, souvenez-vous, donc on était, je sais plus, là, et j'avais montré donc le bas de ce canal-là, et puis derrière, voilà, je m'étais fait un petit peu gronder, critiquer, puisqu'elle était repartie à la hausse, et moi j'avais dit, bah, c'est pas grave, j'ai loupé une opportunité, comme plein d'autres, mais moi j'attends le bas de canal. Et là, c'est vrai que, bon, il y en a certains qui l'ont reconnu, elle est revenue toucher le bas de canal, et donc, bah, voilà, forcément, c'est la zone qu'on attendait, à la fois pour l'investissement, mais également pour du trading. Moi, je l'ai tradé pour le coup, en intraday, j'avais une alarme ici, vous voyez. Donc voilà. Maintenant, est-ce que le point bas est fait ou pas? J'en sais rien. Je trouve que ça, c'est une première zone, comme je l'avais dit, qui est une zone d'accumulation, donc la zone des 27. Et après, ça peut aller plus bas quand même. Ça peut aller plus bas, et on a notamment cette zone-là, la zone des 20, qui sera une belle opportunité de long terme. Là, vraiment, je trouve que la zone des 20, ce sera vraiment très intéressant. Mais la première, c'est celle que j'avais proposée, elle est bien là. Donc voilà, la zone des 27, un truc comme ça. Voilà, donc pour le moment, rien de plus à dire que ça sur ce dossier. SES, qui nous a beaucoup déçus aussi. Beaucoup déçus, SES. C'est dommage, hein, parce qu'elle avait fait le plus dur, SES. Donc c'est un titre évidemment très baissier. C'est là aussi où il faut comprendre que quand on est dans tendance baissière, ben, on a les probabilités qui sont moins grandes. On avait fait le plus dur, on a fait une super congestion, on a cassé la congestion, on a fait le retour en arrière, on a fait le pullback, et derrière, ben, résultat tout ça, on lâche tout. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, à partir du moment où vous repassez sous les 6,32 €, il faut laisser tomber, quoi. Donc après, bien sûr, il y a des zones de rebond, il y a une zone de support là, etc. Mais c'est du trading pur. Voilà, c'est pas vraiment de la relance, comme on pouvait l'espérer avec le redressement petit à petit de la M200. Donc à voir. Je la sors un petit peu du suivi, un petit peu de proximité, et on verra si plus tard elle arrive à relancer, mais c'est pas le cas du tout pour le moment. Voilà pour SES. SAP, donc on part en Allemagne, ben on a touché, souvenez-vous, les deux zones que vous avez proposées. Vous avez proposé la zone là des 140 et la zone là des 100 et des bananes. Et bien la zone des 140, pour le moment, elle a bien rebondi. Donc on a repris par rapport à la zone indiquée, on a repris un truc comme 23-24%, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, est-ce que on repart vraiment vers des nouveaux sommets ou pas? Franchement, j'ai quand même un doute. Et pour moi, le scénario, ben, il est un petit peu celui que je vous avais dessiné là, hein, je ne le touche pas. Donc on verra un petit peu plus tard. Ensuite, NEM. Je dis NEM parce j'ai du mal à la prononcer, comme beaucoup, je pense. Elle, pareil, les trois zones, elles sont toujours là. Hein, donc c'est la zone effectivement des 60, la zone des 43 et la zone des 30. C'est un support oblique en premier lieu. Deuxième lieu, support horizontal. Troisième lieu, support horizontal également. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, je trouve qu'il faut la suivre, je trouve qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation qui se regardent. Voilà, il faut laisser mûrir parce que là, on a encore une figure qui n'est pas encore tout à fait construite, mais ça se regarde quand même petit à petit. Voilà. Donc à voir, effectivement, je trouve que ouais, il y a quand même un très très beau support oblique. C'est une action intéressante, hein. C'est une action intéressante, donc ouais, à suivre. Le petit Phoenix, Valeo, ça fait un moment qu'on la suit, hein, celle-ci, ça fait un moment. Donc toujours pas mal en hebdo, hein, toujours pas mal. Donc ici on a cassé, on a fait le pullback, on repart. Je trouve que c'est plutôt pas mal, les résultats sont pas mal. Voilà, en gros c'est pas mal. Si je résume, si je me répète beaucoup, c'est pas mal. Juste j'attends, voilà, une petite congestion là et éventuellement un signal derrière. Donc à suivre de très près, Valeo notamment dans la zone des 13 €. Sopra, bon voilà, ça nous a régalé, vraiment régalé, Sopra Steria. Donc en plus c'est une valeur, voilà, vous avez partagé l'achat. C'est là où on voit la beauté de l'analyse technique. Voilà, hein, il y avait tout simplement, il y avait un support oblique absolument merveilleux sur cette action-là. Voilà.
Et donc nous, tout simplement, on a acheté le support oblique, la zone des 116, 115, je sais plus, et derrière, voilà. Donc, question qu'on me pose beaucoup sur les réseaux, sur Sopra, on me dit, bon, Tino, quand même, on a fait un décalage de 70, 80, 90%, est-ce qu'il faut pas vendre? Bon, c'est une excellente question, hein. C'est une excellente question, et effectivement, lorsque vous faites un décalage en même pas quelques mois, vous faites un décalage de 80%, je pense à minima qu'il faut vendre une partie de la position, ou en tout cas remonter une partie d'un ou des stops au fur et à mesure pour pas rendre, quoi. Voilà, ça me semble, ouais, il faut quand même avoir une gestion un minimum active, parce que sinon, voilà, si Soprasteria, ben là, elle a touché une zone de résistance et que derrière, elle refait la chute, bah, vous imaginez ce que vous laissez par terre, c'est monumental. Donc, oui, clairement, moi, je prendrai une partie des bénéfices. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et surtout, j'ai remonté les stops. Voilà, moi, j'ai plusieurs stops sur cette position. Un stop légèrement au niveau du prix, au-dessus du prix d'achat. Un stop, je crois, à mi-parcours, et j'ai même un dernier stop vraiment un peu plus court. Voilà, globalement, une stratégie, mais après, il faut l'adapter à vous, à votre taille de position, à votre manière de voir les choses. Il y a pas, malheureusement, il n'y a pas, je peux vous donner des indications, je peux vous donner des idées de comment on peut gérer ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas de l'humilité, c'est que c'est vrai, il n'y a pas de loi en fait universelle qui permet d'optimiser des sorties, ça n'existe pas. Voilà, encore une fois, c'est plus des idées, et il y a des moments où on préfère une idée, des moments où on préfère une autre idée, et en fonction de ça, ben, on prend des décisions. En tout cas, comme j'ai tendance à le dire, et comme je l'ai dit à pas mal de gens qui m'ont posé la question pour la gestion de la position sur Soprasteria, tant qu'on a ces problèmes-là, c'est des bons problèmes. Tant qu'on a des problèmes pour gérer des positions gagnantes de 80%, ce sont des bons problèmes. Moi, je prends. Ensuite, on a GTT. Ben, pareil que les Air Liquide et compagnie, et Airbus et compagnie. Pour moi, GTT, ben, c'est une action qui est magnifique, mais c'est pas un point d'achat. Donc voilà, pour moi, là-dedans, investir maintenant sur GTT, pour moi, c'est une erreur. Il y en a certains qui renforcent à la moindre baisse. Bon, peut-être ils auront raison, mais je crois pas. Enfin, je crois que... C'est pas je crois pas, c'est je pense que le ratio gain-risque est insuffisant. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'attends un repli, minimum sur cette oblique ici en pointillé, sinon ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je dois dire que ça, c'est plutôt une figure de continuation qu'elle est en train de construire. Donc on peut quand même avoir derrière un nouveau plus haut qui peut se dessiner. Ça n'empêche rien. Ok. Mais pour de l'achat de long terme, je préfère un achat, pour le coup, sur repli. ITP. Donc elle, ben voilà, on est reparti. Donc on a presque, ouais, on va dire que globalement, on a touché le haut de l'ellipse. Donc voilà, la zone entre les 21 et les 17, pour moi, c'est toute cette zone qui est une zone globalement d'accumulation. Donc voilà, globalement, si on y retourne, effectivement, ben, pourquoi pas. Mais sinon, bon, ben sinon, c'est pas forcément une opportunité forte. C'est bien valorisé, c'est très très belle boîte, mais c'est bien valorisé. Ensuite, vous avez du Nexity, donc Nexity qui, elle aussi, ben, globalement, est intéressante hein, lorsqu'on la regarde. Et qui, enfin, est intéressante parce qu'elle est revenue sur les plus bas historiques. Ça fait des années, hein, souvenez-vous, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, ça fait des années que je vous dis ce que j'attends, c'est un retour sur les plus bas historiques. Ben ça y est, on y est. Ça a mis des années, mais on y est. Encore une fois, la patience. Maintenant, le fait de toucher un niveau support n'est pas suffisant. Hein. Le fait de toucher un niveau support n'est pas suffisant. Il vous faut derrière également au maximum le signal technique. Voilà. Et le signal technique, pour le moment, donc là, il faut rentrer dans une unité de temps plus courte, notamment le daily, et attendre éventuellement, donc voilà, comme là, une congestion, et derrière, une cassure de la congestion, etc. L'avantage, c'est qu'elle a tellement baissé Nexity, elle est tellement en difficulté, si vous voulez, que voilà, on a le temps, hein, on a vraiment, vraiment le temps. Mais là, pour le moment, il n'y a vraiment pas de signal d'achat clair, quoi. Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, elle a fait un beau rebond, donc elle est plutôt en surperformance. Hein. On le voit ici, voilà, on a un beau range qui a été cassé, pullbacké, on tente de repartir, donc vraiment titre à suivre là pour le coup. Hein. Maintenant, n'oublions pas qu'on est dans une tendance baissière, donc même si vous avez comme là il y a eu, et comme là potentiellement il peut y avoir, donc vous pouvez avoir un rebond de 20, 30, 40%, mais derrière, je pense qu'on pourra avoir
éventuellement une nouvelle attaque baissière. Donc faites attention par rapport à ça. Mais bon, sur du long terme, je pense, moi, hein, que toutes ces valeurs-là vont se redresser. Hein. Donc là, on revient quand même sur des niveaux de valorisation quand même qui sont attractifs, je trouve, pour les Pernod Ricard, etc. Et sa cousine qu'on va voir juste après, Rémi Cointreau. Mais voilà, c'est juste qu'il faut comprendre que le point bas, il peut mettre encore un peu de temps. Mais globalement, voilà, moi je reste persuadé qu'on est sur des niveaux quand même d'opportunités assez forts. Rémi Cointreau, c'est du pareil au même. Voilà, donc elle aussi, elle peut faire derrière une attaque baissière, mais on voit qu'elle se remet bien. On a, voilà, on a cassé d'ailleurs ici, c'est pas mal, hein, la configuration, on va la regarder en journalier. Voilà, hop, je nettoie un peu tout ça. Voilà, depuis la cassure du canal, on a fait, hop, ici le breakout, ici la conso, etc. Plap, plap. Donc ça, c'est pas mal. On a ici, effectivement, la zone de résistance que je vous mets là en rouge, qui est très claire. Donc, on a fait la cassure, le pullback. Donc, à suivre de près. Bah tiens, titre à suivre, hein, franchement, titre à suivre. Hein, à partir de la semaine prochaine, si éventuellement on recasse par le haut les 47 et si on recasse surtout par le haut les 50 globalement, on pourrait avoir un signal haussier beaucoup plus intéressant. On voit la moyenne mobile à 200 jours, regardez, qui est en train de s'aplatir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est intéressant. Renault, plus en difficulté, elle, voilà, elle est dans un biseau descendant. Elle est en difficulté. Voilà, les deux zones éventuellement pour des replis. Voilà, globalement, hein, c'est une action sur du long terme qui évolue entre la zone des 20 euros et la zone des 50 euros. Donc si on arrive sous la zone des 20 euros, ce sera pour moi une opportunité d'achat, même si plus personne ne croit à l'automobile en Europe, je sais bien. Mais pour moi, ce sera quand même une opportunité, notamment en termes de valo. Et sinon, si ce biseau descendant casse par le haut, on peut jouer un rebond un peu plus prolongé pour aller chercher la zone des 35. Voilà. Encore faut-il bien sûr que la saisonnalité nous aide, nous handicape pas trop et que le CAC 40 bien sûr soit encore relativement fort. On part en Belgique avec une action que vous avez proposé de suivre, qui m'a déçu pour le coup. Donc on avait EVS. EVS qui avait une belle congestion et vous avez dit si on casse la congestion par le haut on peut avoir une nouvelle accélération, ben, elle a cassé par le bas. Toutefois on tient les supports, on fait de la réaction mais pour moi la structure quand même elle est cassée, donc il faut pour le moment laisser de côté, voilà, à part pour du trading etc. La structure de long terme n'est pas totalement changée, c'est pas mort, mais il faut attendre des nouveaux signaux etc. et ça va être peut-être un petit peu plus long que prévu, il est possible qu'on ait peut-être un petit peu plus de temps avant qu'on ait le signal. On verra. Ensuite, vous avez Viridien qui était revenu sur un niveau clé et qui derrière a validé le niveau clé. Je vous la mets en daily, c'est très révélateur. Donc ici, on avait une zone de résistance, cassée, et le pullback que j'attendais, souvenez-vous, avec le double appui et derrière, on break. Donc c'est vraiment intéressant. Nouvelle congestion qui se met en place, titre à suivre également, notamment si on repasse au-dessus de la zone des 95 euros. Donc Viridien également à suivre de près. On repart donc en Allemagne avec du Merck. Donc Merck, bon pareil, hein, tout ce qui est c'est pharma, santé, etc. Pour le moment, c'est toujours dans les tendances de correction, mais il y a quand même des signaux intéressants. Et ce que j'aime beaucoup en fait sur Merck, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, c'est que on a ici une figure qui est quand même assez intéressante, qui est en train de se mettre en place. Donc à voir éventuellement si on a une petite cassure ici des plus hauts, aux alentours des 149, on peut avoir une nouvelle accélération. Voilà. Pour du long terme, non, hein, je vous l'avais dit, pour du long terme, c'est plutôt ici, pour moi, voilà, la zone globalement des 80 euros, qui pourrait être une zone beaucoup plus intéressante, voilà, pour du long terme. On verra s'il y a une nouvelle attaque baissière ou pas. On part aux États-Unis avec PayPal, donc PayPal qui a fait enfin un petit signal positif. Voilà, il y a des rumeurs, je crois, de rachat, etc. Moi, j'en ai toujours un petit peu en portefeuille, mais bon, voilà, on verra. Si pour moi l'objectif globalement, il est de revenir aux alentours des 77 et après on verra si on a la force d'aller au 91. Pas grand chose à dire, ça reste quand même une tendance baissière pour le moment, même si je trouve que c'est une action à suivre parce qu'il y a du mieux sur PayPal et on voit qu'on arrive à clôturer le mois dernier et là on est en train de s'installer au-dessus de la moyenne mobile
à 10 jours. Et ça, vous le savez, à 10 mois, pardon. Et ça, vous le savez, c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup. Nouveau Nordisk, je suis toujours actionnaire. Pour moi, voilà, tout ça, c'est une zone d'accumulation. Donc, toute la zone entre les 30 et les 50 euros, c'est une zone d'accumulation sur Novo Nordisk. Donc, moi, j'ai accumulé, bon, j'avais déjà accumulé, donc je renforce pas. Mais tout ça, c'est une zone. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, ça va gesticuler, il y aura des news, etc. C'est seulement à la fin de cette figure-là qu'on verra si elle est capable de casser par le haut et de relancer, ou elle casse par le bas. Et là, par contre, il faudra certainement liquider toute ou partie de notre position, parce que ce sera quelque chose qui sera malheureusement négatif pour le marché. Ok ? Ensuite, nous avons quoi? Nous avons voilà. Transocéan, voilà. Transocéan Switzerland, c'est ça qu'on me l'a proposé. Donc c'est RIG, voilà, c'est ça, je cherchais le code. RIG, c'est bien ça. Donc quelqu'un m'a proposé cette valeur-là. Et effectivement, c'est pas inintéressant ce qui est en train de se passer. Alors, je connais pas trop les fondamentaux, tout ça, mais c'est une valeur bon, qui avait bien augmenté jusqu'en 2008, pardon. Grosse chute. Et là, ben, on a une sorte de bottom qui pourrait, on n'y est pas encore, hein, mais qui pourrait être en train éventuellement de se matérialiser. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici, regardez, on a une belle oblique. Hein, je trace en direct avec vous. Hein. Belle oblique ici. Voilà, on aura un petit support là. Donc à suivre, j'aime bien ce qu'elle fait. On a fait la petite cassure, le pullback. Et en unité de temps journalière, voilà. Ah ouais. Donc il y a une belle zone de résistance. Donc pourquoi pas, alors c'est spéculatif, on est toujours dans une tendance baissière bien sûr. Mais pourquoi pas tenter éventuellement un achat au-dessus des 5,51$. Bon, le stop, à vous de voir, hein, mais on peut avoir des niveaux de stop à peu près comme ça. Voilà. Et l'objectif, l'objectif pour moi, c'est déjà de revenir par là. Hein. C'est-à-dire revenir au niveau des 6,70$, quelque chose comme ça. Et après, les derniers plus hauts. Et après, ma foi, si ça tient, à ce moment-là, on ira chercher d'autres objectifs comme les 8,65$ et éventuellement les 13$, etc. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est pas inintéressant. Merci à celui ou celle qui me l'a proposé parce que c'est vraiment pas mal. SpaceX, bon, elle a fait ce qu'on attendait, hein, SpaceX. Hein. Elle a fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire elle a fait un repli. Je vous la mets en 4 heures parce que évidemment l'IPO est pas vieille. Même peut-être en 2 heures. Donc voilà. Par contre, je trouve que ce qui est donc évidemment tout le monde en voulait comme d'habitude. Là, vous voyez les volumes, etc. Mais je trouve que malgré tout, ce qui est globalement assez intéressant sur SpaceX, c'est ça. Il y a cette oblique là qui est pas mal. Et je trouve qu'il se passe quelque chose depuis quelques jours sur SpaceX. Voilà. Donc on a ici une cassure, on a le pullback et on a de la congestion. Donc je la mets pas à la poubelle tant que on tient le niveau grosso modo des 102$. Et pour les plus spéculateurs d'entre vous, il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 116$ pour aller chercher la zone des 126 et ensuite éventuellement tenter quelque chose. Voilà. Ça reste compliqué, ça reste baissier bien sûr, mais éventuellement ça peut se tenter. Accenture, donc qui est là. Alors moi, à titre perso, je vais vous mettre le nice, je suis passé à l'achat. Donc en plus, Accenture de mémoire est éligible PEA. Donc voilà, moi je suis passé à l'achat dans la zone que vous avez proposée. Hein, j'ai pas, voilà, la zone des 130. Donc voilà, il y a eu un rebond, bon, qui vaut ce qu'il vaut pour le moment. Je pense que ça, pareil, ça va mettre du temps. Hein, il faut que ça congestionne, il faut, voilà. Mais les deux niveaux d'investissement long terme, donc c'est la zone des 130 et la zone des 71. Sandisk, elle est ici. Donc là aussi, regardez, c'est toujours la même chose. Regardez les volumes historiques. Bon, voilà. Derrière, on a eu la consolidation. On n'a pas touché. Moi, j'ai plusieurs zones. J'ai 3 zones hein, pour Sandisk. Ça m'intéresse. Mais j'ai quand même 3 zones. J'ai la zone de la M200 ici, globalement, les 900$. Ensuite, il y a une deuxième zone aux alentours des 600 et une troisième zone aux alentours des 250. Pour le moment, j'ai pas de signal. On voit que, grosso modo, ceux qui aiment la théorie de dos, moi même je suis pas fan, mais globalement, on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas qui sont également eux aussi de plus en plus bas. Donc voilà. Mais pour moi, ça,
ça reste une structure de consolidation, de correction, et donc les probabilités qu'elle casse par le haut tôt ou tard et reprenne la tendance de fond sont supérieures. D'accord? Donc voilà globalement pour SanDisk. Micron, donc Micron Technology, elle est là, du pareil au même, hein, les graphiques sont pas tout à fait les mêmes, mais l'idée globalement c'est la même. C'est pour moi un mouvement qui est correctif ici, d'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est plus un mouvement correctif qu'un mouvement de retournement, voilà. Donc à voir, ça peut mettre du temps encore. Il faut surveiller surtout chaque nouveau plus bas. Voilà, chaque nouveau plus bas, vous pouvez avoir à un moment donné la consolidation et derrière un mouvement positif. Voilà. Où sera le point bas? Ça, c'est très difficile à dire. Vous avez un beau niveau de support qui est là. Vous avez un beau niveau de support également qui est là. Donc premier niveau 660 $, deuxième niveau 440 $. On verra pour le moment, moi je patiente. Mais en tout cas, vous pouvez avoir un signal ou alors carrément acheter sur Momentum, c'est-à-dire à la cassure ici des 930 $ pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Voilà. Mais pour moi, il faut quand même un signal technique. Et après, avant de passer aux 4 titres à suivre, vous avez du Marvell Technology qui, elle, avait fait sa congestion. Ici, là, on espérait la cassure pour que ça reparte. Finalement, elle repartait à la baisse. Elle, par contre, elle a touché déjà des niveaux qui je trouve intéressants. Elle a fait le rebond. Idéalement, il faudrait qu'elle revienne un petit peu en arrière et qu'elle nous fasse sa congestion tout l'été là. Tout l'été, il faudrait que Marvell, elle nous fasse quelque chose comme ça. Et éventuellement, à la rentrée, mois de septembre, mois d'octobre, qu'elle nous déclenche un petit signal. Voilà globalement ce qu'on aimerait et ce que j'aimerais beaucoup voir sur Marvell. Ça peut prendre évidemment du temps. Les 4 titres à suivre, donc il y a 1, 2, 3 françaises et une étrangère néerlandaise en l'occurrence. Donc Aramis, qui est une action qui est suivie par mon ami d'ailleurs, David Renan, qui en parle pas mal, et je trouve qu'il n'a pas tort, David. Voilà, on avait ce bis descendant, on l'a cassé, et le titre se remet bien. On a un petit breakout ici, là. On avait un triple top magnifique ici, qui a été cassé. Donc c'est un titre à suivre. On bloque certes pour le moment sur la moyenne mobile à 200 jours, mais éventuellement derrière, on pourrait avoir une nouvelle accélération à suivre de près, du moins tant qu'on tient la zone des 3,70 € pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. SMCP également à suivre. Donc on avait la congestion ici qui a cassé par le haut. On revient sur un gros niveau, gros niveau de résistance. Donc pour le moment, effectivement, il ne faut pas aller à l'achat aveuglément. Par contre, il faudra surveiller si on a là aussi une petite congestion cet été-là. Et là, on pourrait avoir un signal d'achat. Donc il y a quand même du potentiel, notamment pour revenir dans la zone des 8,97 €, voire après plus si éventuellement affinité. La néerlandaise, c'est Walter Kluwer, et puis je terminerai par une dernière française que ça fait un moment que je vous fais suivre, mais elle est vraiment intéressante. Donc Walter Kluwer, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment revenue sur un gros niveau, on le voit ici. Et elle fait partie des boîtes, voilà, qui ne sont pas forcément encore tout à fait remises. Bon, il y avait plus ou moins là une petite oblique plutôt pas mal, on a cassé. Ce que j'aime beaucoup sur Walter Kluwer, c'est que là, elle me fait une belle congestion. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Et éventuellement, en cas de passage au-dessus ici de ce niveau-là, c'est-à-dire des 73,60 €, grosso modo, on pourrait avoir un petit signal haussier avec le passage au-dessus notamment de la moyenne mobile à 200 jours. Et enfin, la dernière que vous connaissez, je pense qu'il faut la suivre de plus en plus près, c'est Logic Instrument à log. Donc ça fait un moment que je vous en parle de cette valeur-là. On est vraiment sur une recovery pour moi plus ou moins actée. Donc c'est vraiment intéressant. Alors elle est volatile, c'est ça qui est un petit peu difficile. Mais voilà, il y a vraiment des choses, il faut la mettre peut-être même en mensuel. Voilà, en mensuel elle est peut-être plus propre. Voilà. Mais on le voit, il y a des choses qui sont en train de se passer sous cette valeur-là. Donc titre à suivre de près, tant que, parce que tout peut arriver, tant qu'on tient la zone pour moi des 1,65 €, quelque chose comme ça, il faut continuer de suivre le titre. Et si vous voyez apparaître une petite congestion, il y aura peut-être des choses à tenter pour aller chercher des retournements de plus long terme. Et enfin, on termine quand même par le screener Trend Following. Je vous rappelle que ce screener-là, vous pouvez le retrouver dans la formation gratuite sur le site lepodcastdelabourse.fr, rubrique screener. Pour rappel, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo classique, il y aura un live, un grand live. Donc jeudi 13 août à 20 h avec Michael Landreau. On va tout simplement analyser vos actions en direct.
C'est vraiment une opportunité pour vous. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de tout ça. Vous venez avec vos actions, vous les proposez en commentaire. La dernière fois, on avait 5000 personnes en live. C'est vraiment une émission à chaque fois qui est vraiment très très appréciée. Donc voilà, on compte vraiment sur vous jeudi prochain pour être là. Notez bien sur votre agenda, jeudi 13 août à 20h en direct sur la chaîne, sur YouTube. Je vous embrasse bien fort, je suis vraiment très heureux, je suis vraiment ravi de vous retrouver. J'espère que ce nouveau format un petit peu remasterisé vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi s'il y a d'autres idées pour les prochaines semaines. Donc voilà, merci beaucoup pour vos messages et vos témoignages tellement bienveillants, tellement gentils, ça donne envie voilà, de faire des choses. Et puis il y a beaucoup d'actualités, vous le savez, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, qui vont arriver. Pour celles et ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour celles et ceux qui reviennent, je vous souhaite une bonne rentrée éventuellement. Et pour ceux qui sont comme moi tout simplement en week-end, je vous souhaite un bon week-end. Et rendez-vous jeudi prochain pour le grand live. À plus, ciao, bon week-end.